Lieutenant John J. Dunbar. J'ai toujours voulu voir la frontière. Vous voulez voir la frontière? C'est ça. Avant qu'elle ait disparu. Dunbar est un héros de guerre malgré lui. Pendant la guerre de sécession, le monsieur n'en peut plus et fait un acte suicide. Hasard du destin, son acte suicide devient un acte héroïque. Donc, il peut choisir de faire ce qu'il veut, d'aller où il veut. Et il demande d'être affecté dans un fort éloigné près de la frontière, parce qu'il veut voir la frontière, il veut être loin de la civilisation. Il arrive là-bas, et ce fort n'est pas simplement éloigné, il est carrément abandonné. Ce qui signifie qu'il y a peut-être un danger qui rôde autour. Dunbar, là-bas, va certes se méfier du danger, mais il va aussi peu à peu se reconnecter avec la nature. Et il va lier d'amitié avec une tribu d'Indiens Lakota. Rien de ce qu'on m'avait raconté n'est vrai. Ces gens ne sont ni mendiants ni voleurs, ils n'ont rien des croque-mitaines qu'on en a fait. Ce sont au contraire des hôtes courtois, qui possèdent un humour familier très agréable. Dans cet environnement, Dunbar va non seulement se reconnecter justement à la nature, plus simple que la civilisation humaine, mais il va aussi se reconnecter avec lui et avec la vie. Je parle évidemment d'un film que vous connaissez. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? « 1990, Danse avec les loups, réalisé par Kevin Costner. Un film qui nous emmène à une époque, hélas, triste, celle de la fin de ce que l'on appelle les Indiens d'Amérique. Alors avant de commencer réellement cette émission, je dois faire un petit disclaimer, comme on dit. Je dois préciser quelque chose. Surtout qu'en introduction, je les ai appelés les Indiens d'Amérique et ça peut poser problème. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les Indiens? Eh bien, parce que Christophe Colomb, il voulait rejoindre les Indes. Et en fait, il n'est pas arrivé en Inde, il est arrivé sur ce nouveau continent qu'il n'avait pas prévu. Donc quand il est arrivé, il a dit oui, oui, les Indiens se comportent comme ceci, les Indiens se comportent comme cela, oui, oui, ce sont des Indiens, tout à fait. Il paraît que de nos jours, il ne faut plus les appeler des Indiens, ce qui me paraît correct, parce qu'il y a des Indiens qui habitent en Inde, donc ça n'a rien à voir, ça me paraît très correct, mais qu'il faudrait dire Amérindiens. Ce qui me pose personnellement problème, parce que Amérindien, c'est la contraction de Amer de Amérique, et Indien, bah Indien quoi. Donc on est en train de dire que ce sont des Indiens d'Amérique. Ce ne sont pas des Indiens d'Amérique, c'est pas des gens qui habitent en Inde qui sont en Amérique. Ça n'a rien à voir. Qui plus est, l'Amérique, je rappelle que c'est un nom qui vient du navigateur italien Amerigo Vespucci, qui est celui qui a prouvé que non, Christophe Colomb, t'es pas arrivé en Inde, là t'es arrivé sur un nouveau continent, et c'est pour ça qu'on va l'appeler l'Amérique, de Amerigo Vespucci. Donc dire que ce sont des Amérindiens, c'est pas non plus une appellation qui me paraît correcte si on veut être dans le respect absolu de ces gens-là. Je pense, peut-être à tort, que la véritable formulation, il faudrait tout simplement les appeler par le nom que eux-mêmes se donnent, le nom de leur tribu, le nom de leur ethnie. Ce qui n'est pas toujours si facile que ça. Par exemple, le film nous parle d'une ethnie, d'une tribu, qu'on appelle, nous, les Sioux. Mais il faut savoir que le terme Sioux est un terme négatif qui veut dire ennemi ou serpent. Donc eux-mêmes ne s'appellent pas comme ça. Ah, compliqué. Donc c'est quoi? On a les Lakota. Mais les Lakota, ils sont aussi divisés en plusieurs groupes, en plusieurs tribus, je ne sais comment dire exactement avec précision, justement sans manquer de respect. Et chacun a son propre nom. Donc peut-être qu'il faudrait être capable de les appeler par leur propre nom. Alors déjà, il faut connaître les noms de tous les groupes, et surtout, il faut savoir les prononcer correctement. Bref, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Tout simplement parce qu'évidemment, on a une période où parfois il y a des tensions, et je pense que ces tensions sont malvenues. Je vais essayer de les appeler peut-être autochtones ou autres termes, mais si je dis indien, sachez que ce n'est pas fait avec une mauvaise intention. Je sais faire la différence entre un indien qui vient d'Inde et quelqu'un qui vient du continent qu'on a décidé d'appeler l'Amérique, évidemment. Mais voilà, il fallait quand même le dire, sachez que on n'est pas là pour se moquer d'eux, surtout pas avec un film comme Danse avec les loups, vous imaginez bien. Donc s'il vous plaît, un peu d'ouverture là-dessus, et peut-être que, j'espère, avec cette introduction aussi, avoir peut-être piqué certaines personnes au niveau de la curiosité, de vouloir se renseigner un petit peu plus sur ces habitants, pour connaître un petit peu plus leur culture aussi. Allez, c'est parti.
L'histoire de ce film commence avec un monsieur nommé Michael Blake. Si vous avez vu le film, vous voyez qu'au générique c'est écrit « basé sur le livre de Michael Blake ». C'est juste, mais c'est plus compliqué que ça quand même. Parce que Michael Blake, c'est quelqu'un qui est arrivé à Los Angeles et il était scénariste, il voulait être scénariste. Et il a entre autres écrit le scénario d'un film qui s'appelle Stacy's Night, qui est un film dans lequel jouera un certain Kevin Costner. Ce qui veut dire qu'il connaissait déjà Kevin Costner. Et vous le savez aussi, Hollywood, c'est pas tous les jours facile. On connaît tous les grandes stars, mais il y en a, c'est plus compliqué, donc ils doivent se débrouiller pour survivre, pour dormir, pour manger, etc. etc. Et Michael Blake, c'est quelqu'un qui de temps en temps allait dormir chez des amis, dont Kevin Costner. Donc ils se connaissaient déjà avant tout ça. Et pendant qu'il est là-bas, à un moment donné, il va lire beaucoup de livres qui vont parler de la culture autochtone américaine, donc des Indiens d'Amérique, et il va se passionner pour la chose. Et il va pondre un scénario, celui de Danse avec les loups. Voilà. Ça pourrait être simple. Il va commencer à essayer de le montrer un petit peu à gauche, à droite, mais les gens sont un petit peu réticents. Il va en parler à Kevin Costner. Mais Kevin Costner, il faut savoir que à ce moment-là, c'est encore un acteur pas très connu, qui est en train de débuter, qui est en train d'essayer de faire des choses. Et même, c'est là où il va commencer un petit peu à percer avec des films comme Silverado et tout. Donc bon, il peut pas encore imposer trop de choses, c'est pas encore une méga star, et puis en plus, il faut qu'il fasse attention à son image. Enfin bref, c'est pas le moment pour lui. Alors, Kevin Costner, il va conseiller à son ami de faire un livre de son scénario. Il lui dit, écoute, si tu fais un livre et qu'il est édité, Hollywood sera beaucoup plus intéressé parce que il a déjà passé des filtres par d'autres personnes, en gros c'est ça, faut que tu sois validé par d'autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, n'importe quoi, mais c'est comme ça la vie. Et je pense aussi que pour Kevin Costner, c'était une manière de dire, écoute, moi je peux pas, arrête de m'embêter s'il te plaît. Parmi les personnes chez qui Michael Blake squattait de temps en temps, il y a un certain Jim Wilson qui était le producteur exécutif du film précédent qu'on a dit, avec Kevin Costner, etc., etc. Bref, il dormait un petit peu chez lui et c'est là qu'il a commencé à écrire donc son roman. Et au passage, donc Jim Wilson et la femme de Jim Wilson lui ont servi un peu de bêta-lecteur et ils ont trouvé que c'était plutôt intéressant. Et c'est d'ailleurs grâce à Jim Wilson, une fois que le livre a été fini d'être écrit, qu'ils vont réussir à trouver un éditeur, et le livre sera édité. Alors à la base, c'est un livre qui était prévu pour être vendu dans les gares et tout ça, un roman de gare, tout ça, c'est-à-dire c'est pas prévu pour être un best-seller international et tout, mais voilà, il est édité, et le tirage, c'est vendu. Voilà, le livre s'est vendu. Donc ce n'était plus une petite idée sombre d'un type que personne connaît, non, 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 il a été édité et ça s'est vendu. Ça a plu. Voilà. Alors, il paraît que les critiques d'époque du livre ont commencé à dire que c'était un livre qui était à tendance romantique, que c'était un livre romantique avant tout. Un peu technique quand on connaît le film. Alors, un petit mot rapide sur le livre. Le film, c'est donc la même chose, puisque c'est l'adaptation de l'idée qu'il avait. Mais, évidemment, il n'était pas enfermé par l'idée qu'il avait de base, puisqu'il a écrit un scénario, mais il pouvait évidemment réimaginer, développer plus de choses, etc., etc. Donc il n'était pas prisonnier. C'est pas vraiment une novélisation. Une novélisation, c'est donc quand on écrit le livre d'un film, mais généralement en se basant sur le scénario, c'est comme ça qu'il se base. Il travaille grâce au scénario, c'est pour ça qu'il y a souvent des scènes en plus qui ont été coupées au montage dans le film, etc. C'est pas vraiment ça. C'est pas une novélisation. Même si l'idée est proche. Et du coup, le livre a aussi un côté très cinématographique. Ce qui fait que, évidemment, ce sera beaucoup plus facile pour Michael Blake, après coup, de repasser pour en faire un scénario, de repasser à un niveau cinématographique. Donc, à partir du moment où le livre se vend, Michael Blake, il va retourner voir son ami Kevin Costner, il lui fait « Et alors, ça t'intéresse? Tiens, je te donne mon livre puisque tu m'as conseillé de l'écrire. » Et Kevin Costner commence à le lire, il ne le finit pas, qu'il dit « Ça m'intéresse, là il y a un truc là-dedans. » Il y a un truc là-dedans. Alors, il lui signe un contrat à la va-vite, semble-t-il, sur une serviette, comme ça, au restaurant, et il lui donne 75 000 $. Tiens, vas-y, j'achète les droits, merci beaucoup, c'est parti, on va essayer de faire ça. Donc, Kevin Costner, à la base, il voulait juste être acteur dans le film, c'était vraiment son intention première. Et bon, on a les droits, maintenant on va essayer de le financer. Alors il regarde un peu à gauche, à droite, c'est un petit peu compliqué. Donc Kevin Costner, il est allié avec Jim Wilson, que je vous ai dit tout à l'heure, à la production. Donc voilà, ils essayent de chercher encore des gens pour distribuer. Et c'est un petit peu compliqué. Et là apparaît un monsieur qui sera considéré comme producteur exécutif, qui s'appelle Jack Eberts, qui lui va donner 1 million.
1 million de dollars comme ça. Alors évidemment, 1 million de dollars, on ne fait pas le film, mais avec 1 million de dollars, on peut déjà peut-être se permettre d'aller faire des repérages, de faire des petits trucs, bref, d'avancer un petit peu pour donner envie à une maison de production. En tout cas, il y a une petite base qui se met en place. À partir de là, le film donc commence un petit peu à naître gentiment, et ils se rendent sur place. Parce que dans le livre, la tribu indienne de laquelle ils parlent, ce sont les Comanches. Alors ils se rendent sur place et ils se rendent compte que les décors, hein, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient, ça leur plaît pas trop. Et puis ils ont aussi un souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver un troupeau de bisons. De gros bisons comme ça américains, ils n'arrivent pas à en trouver là-bas non plus, donc ils sont un petit peu... Et puis en plus, il y avait un souci, c'est qu'ils n'ont pas trouvé assez de Comanches pour faire les acteurs. Donc ils sont un petit peu embêtés, et du coup, ils vont bouger un petit peu, et ils vont aller trouver donc les Lakota qui sont donc plus au nord, hein, entre guillemets, pas si éloignés que ça, si on regarde la carte des États-Unis, mais en réalité, il y a quand même une sacrée distance, surtout si on tient compte de l'époque. Donc c'est quand même une distance assez grande qui les sépare. Donc ce n'est pas la même tribu indienne, et c'est une adaptation qui a dû être faite par rapport au livre. Du coup, ça pose des petits soucis, parce que dans l'histoire et dans le scénario, dans ce qu'on a dans le film, on nous parle de certains forts qui ne sont pas situés au bon endroit par rapport aux Lakota, mais je pense que pour ça, il faut être un spécialiste de la géographie américaine. Je pense que peu de spectateurs, en tout cas chez nous en Europe, ont remarqué ce petit détail technique. Donc ils cherchent un producteur, et ils regardent à gauche à droite, et... la plupart des producteurs leur disent « Ouais, ok, mais bon, ça va être un petit film, votre truc. Hein. » Et au bout d'un moment, Kevin Costner se dit « Bon, on va devoir le faire pour 9 millions, quoi, 9 millions de dollars. Hein. C'est pas un énorme budget, hein, on va devoir faire ça. » Et puis ils se réunissent avec l'équipe, donc Jim Wilson, Jack Eberts et tout, et ils arrivent à la conclusion que non, à moins de 13 millions, on peut pas faire le film. Coup de bol, ils vont trouver évidemment des investisseurs, sinon le film n'existerait pas. Donc il y a Orion Pictures qui va s'occuper de la distribution donc aux États-Unis, et Majestic Sea International qui va s'occuper de la distribution à l'international, évidemment, avec les producteurs. Je vous le dis déjà, le tournage du film prendra beaucoup plus de temps que prévu. Là où un film dure environ, allez, disons 2 mois, là c'est pratiquement le double. Et le tournage aura duré plus de 100 jours, ce qui va poser des soucis, hein, évidemment, hein, parce qu'il faut que les gens soient disponibles. Ça va aussi poser des soucis au niveau de la météo, parce que la météo, elle évolue, vous savez, il y a les saisons et tout ça. Donc ils vont être obligés de s'adapter, ce qui deviendra en fait une force du film, en réalité, quand vous regarderez, parce que le but du film, c'est aussi qu'on ait la sensation que ça dure. Et pendant le film, on va voir qu'il y a des couleurs qui évoluent, et d'une certaine manière, tant mieux, parce que ce tournage assez long permet justement l'évolution de cette couleur. Et pour la petite histoire, c'est assez particulier, le film a été tourné plus ou moins dans l'ordre chronologique des scènes. Plus ou moins, hein. C'est pas l'ordre chronologique, mais on peut imaginer que c'est par segment du film, etc., etc. Donc ce qui permet à cet aspect lumineux de coller. Précisons quand même, comme je vous l'ai dit, que Kevin Costner n'avait pas prévu de réaliser le film. Mais en fait, les réalisateurs, paraît-il qu'ils n'étaient pas très motivés. Et finalement, lui, il était motivé. Hein. Il a dit « Moi, je vais le faire ». Rappelons que si il était devenu une star, c'est sa première réalisation. Et une première réalisation plutôt ambitieuse quand même. Un film en costume, etc., etc. Et ça a sans doute aussi joué sur le fait que le tournage du film dure beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu à la base. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Kevin Costner, il arrive, il fait le truc, tac, tac, et il réalise la première scène, il la dirige, il voit le résultat, et il dit « Ah zut, c'est pas bon. Ah zut, je me suis planté. Ah ». Pas facile d'être réalisateur. Comment on va faire? Alors du coup, il retourne la scène et tout ça, et peu à peu, au fur et à mesure du tournage, il prendra confiance, et du coup, il deviendra un réalisateur qui fera quand même quelques autres films en plus de celui-ci. Quand Kevin Costner a dû se retrouver à réaliser le film, du coup, il s'est dit, est-ce que je vais réussir à réaliser et interpréter? Alors, bien sûr, interprète, c'est son rôle, hein, être acteur, mais en plus réaliser, faire les deux à la fois. Et donc, ils ont réfléchi à des acteurs qui pourraient interpréter le rôle principal, et l'un d'entre eux qui avait été envisagé, c'est un certain Viggo Mortensen, rien que ça. Et pour le personnage de Dressé avec le poing, ils avaient pensé à une actrice très célèbre. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, le livre avait été qualifié de livre romantique. Donc le film avait des chances d'être qualifié de film romantique. Que ce soit une romance avant tout. Ce qui, selon moi,
est le cas, mais pas forcément une romance amoureuse. C'est la romance, non pas entre un homme et une femme, mais entre un homme et une civilisation. Et ça, vous l'imaginez bien. Mais ils pensaient que le film allait être vendu comme ça, donc ils se sont dit, il nous faut 2 stars pour vendre cette romance, pour donner un petit côté. Alors bon, Kevin Costner, lui, il était là, mais pour le rôle de Dresser avec le poing, ils avaient envisagé, ni plus ni moins, que Julia Roberts. Ah oui, ils voulaient vraiment une star. Ce qui s'est passé, c'est lorsque Kevin Costner a fait des essais avec Mary McDonnell, qui aura finalement le rôle, eh ben, il a trouvé qu'il y avait une alchimie qui fonctionnait particulièrement bien, et pour lui, c'était très important qu'il y ait cette alchimie pour que la chose prenne, pour que la sauce prenne. Et donc, du coup, ils ont abandonné l'idée de Julia Roberts. Petite subtilité au niveau du casting, dans le livre, lorsque la petite dressée par le poing est recueillie par les Lakota, elle est censée être adolescente, 14-15 ans par là. Dans le film, elle est beaucoup plus jeune, ce qui d'ailleurs amène un petit souci, parce que plus elle est jeune quand elle arrive dans la tribu, moins elle se rappelle de sa langue d'origine, donc forcément ça va être encore plus compliqué. Mais dans le film, elle est beaucoup plus jeune que dans le livre. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la petite que l'on voit dans le flashback n'est autre que la fille d'un certain Kevin Costner. Eh ouais, un petit peu de népotisme là-dedans quand même, hein. Mais évidemment, je vous ai parlé de rallongement de la durée de tournage, ce qui veut dire augmentation du budget. Il n'a pas coûté 13 millions, il a coûté 22 millions, et Kevin Costner a dû lui-même encore allonger, rajouter de l'argent de sa propre poche pour que le film puisse se faire. En fait, ce projet, qui est à la base celui de Michael Blake, devient peu à peu celui de Kevin Costner, qui devient le projet, qu'il interprète, qu'il réalise. Ça devient son film à lui. Il est producteur, c'est lui qui est presque à tous les niveaux. Et évidemment, l'étirement du temps de tournage, bien qu'ils ont essayé de faire des blocs, c'est que parfois ils devaient retourner des scènes, alors que la météo avait pas mal changé en quelques mois. Donc peut-être qu'ils devaient être en t-shirt alors qu'il faisait froid et vice-versa. Donc ils ont souffert du froid, du chaud et de tout ce qui va avec, c'est fantastique. Comme le tournage commençait à s'allonger, la presse a commencé à se poser des questions. Ah tiens, et si c'était un tournage infernal à la Apocalypse Now et tous ces trucs-là, est-ce que Kevin Costner a les épaules de réaliser ce film? Attention, fiasco en vue, attention, catastrophe. À l'arrivée, ben non, ce sera pas le cas, mais il y avait vraiment de quoi se poser des questions, il y avait vraiment de sacrés doutes sur le résultat final. Évidemment, la scène la plus difficile à tourner a été celle de la chasse des bisons, tout simplement parce qu'il fallait donc qu'il y ait le troupeau, ça ils ont réussi finalement à en trouver un. Et cette scène est compliquée parce que c'est un véritable troupeau. Rappelons qu'il n'y a pas de CGI à ce moment-là. Donc, il y a des animatronics, certes, mais c'est un vrai troupeau qui est lancé à la charge. Et les acteurs doivent être là-dedans. Et les cascadeurs, etc., etc. Alors, l'astuce étant qu'ils ont trouvé un énorme ranch, là où ils ont tourné tout ça. Un ranch qui, d'ailleurs, par la suite, a été acheté par une maison de production pour faire d'autres westerns. Et ce qu'ils faisaient, donc, c'est qu'ils réunissaient le troupeau, ils faisaient en sorte que le troupeau soit à un endroit, ils essayaient de le lancer dans une direction pour que, à l'heure qu'il fallait, avec la lumière qu'il fallait, etc., rappelons, ils puissent tourner 15-20 minutes par jour pour faire la scène. Il a fallu 8 jours pour tourner cette scène, donc ils ont dû faire ça plusieurs fois. Et on rappelle que c'est un troupeau, que c'est de la nature, donc si le troupeau va ailleurs, il va ailleurs, si le troupeau il s'arrête pas, si le troupeau il fait pas ce qu'il faut, blablabla. Avec, comme j'ai dit, les acteurs au milieu de tout ça aussi, donc il fallait aussi faire attention, etc. Bon, ils ont aussi utilisé des bisons, on va dire, dressés, pour les gros plans ou les choses plus rapprochées, etc. Ça, ils ont fait attention quand même. Mais c'est une grosse scène, difficile, et qui justement a demandé beaucoup d'efforts. Alors, un petit mot, selon certains chiffres que j'ai trouvés, concernant les Tatanka, à savoir les bisons aux États-Unis, parce que vous le savez, au début, ils étaient beaucoup, ils étaient des millions, et ensuite, ça a un petit peu baissé. Alors, j'ai trouvé 2 chiffres différents, je ne sais pas à quel point ils sont précis, mais ça vous donne un ordre d'idée, comme quoi, en 1880, il y en avait 750, et en 1984, 325. Est-ce que c'est ultra précis? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça en dit long. Et ensuite, j'ai trouvé, alors pas de date précise, mais qu'ils ont réussi à faire remonter la population à 500 000. Quand même, ils ont quand même réussi à ramener tout ça. Et on rappelle évidemment que les bisons étaient très importants, dans le film c'est montré, pour la survie des Indiens, même s'il y a des historiens qui disent que c'est un petit peu différent, qu'ils ne vivaient pas que de ça, mais quand même c'était une part importante de leur histoire. Il faut savoir donc que le bison américain de nos jours, ils ont plus le droit de le chasser parce que c'est un animal protégé, et que certains Indiens sur place négocient
avec certains éleveurs. Ils en achètent, je ne sais pas combien de temps en temps, et ils se permettent de simuler une chasse comme à l'époque pour garder un petit peu leur tradition quand même. Voilà. Et subtilité quand même, dans le film, il y a le moment où les personnages ils arrivent et ils voient tous les bisons qui ont été détruits par l'homme blanc, hein. On voit qu'il y a des traces de chariots et tout ça, et on dit que c'est juste pour la langue et pour la peau, donc bref, un massacre complet, quoi. Il faut savoir aussi, pour la petite histoire, que le gouvernement des États-Unis était du genre à promouvoir ce genre de chasse parce que justement ça affaiblissait les Indiens. Donc c'était pas juste un massacre pour un massacre, il y avait aussi un côté organisé, promu, encouragé par le gouvernement américain. La vie est belle. Dans le film, il y a deux animaux qui sont très importants, donc Cisco le cheval et Chaussette le loup qui donne entre autres le titre au film. Il faut savoir qu'en réalité, pour tourner le film, il y avait deux loups différents. Ils leur ont peint les pattes pour qu'ils aient des chaussettes, évidemment. Et il faut savoir qu'ils ont hésité à utiliser des chiens, vous savez, des croisements et tout ça, parce que le loup, malgré tout, ça reste un animal un peu sauvage. Je rappelle que dans l'histoire, le chien est un animal qui a été créé par l'homme, en croisant les loups qu'il voulait pour obtenir le genre de chien qu'il voulait. Je rappelle ça, c'est juste pour la culture générale. Et par conséquent, ils avaient peur pendant le tournage que le loup soit un petit peu virulent, malgré que ce soit un loup apprivoisé. Et pour la petite histoire, lors de la scène de la fameuse danse qui donne le titre au film, et au nom du personnage au passage, eh bien, le loup a à un moment donné mordu la doublure de Kevin Costner qui dansait, pour dire. Et lors des scènes où le personnage de Kevin Costner donne à manger au loup, ils avaient très très peur. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, comme d'habitude, que Kevin Costner c'est la star, c'est le réalisateur en plus de juste être le mec devant l'écran. Donc, s'il se blesse, ça peut poser des petits soucis. Vous imaginez bien. La scène du début du film, où on voit la guerre de sécession, justement, elle devait se passer donc au Tennessee. Mais en fait, ils l'ont pas tourné au Tennessee, ils l'ont tourné près de, là où ils ont tourné tout le reste, sur le même lieu de tournage. Et du coup, encore une fois, le décor ne collait pas à la réalité du Tennessee. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué le décor de toutes pièces, en mettant des faux arbres en plus, etc., en peignant des arbres, les feuilles et tout ça pour que ça ressemble. Alors peut-être que, si comme moi, vous n'êtes pas un expert des États-Unis, voilà, c'est bien de le savoir, parce que sinon, on n'aurait pas remarqué, mais semble-t-il que pour un Américain, et quelqu'un qui connaît, c'était assez évident, et donc il fallait, en effet, faire ce genre de choses. Donc tout a été tourné au même endroit, mais tout a été fait pour le maquiller en un autre endroit. C'est assez intéressant, je trouve. Le film se veut donc être un hommage, on va dire, globalement, à la culture amérindienne, donc au Lakota dans ce cas-là. Donc ils ont essayé de reproduire le plus fidèlement possible, ou le plus respectueusement possible, en tout cas, les traditions. Et pour se permettre de parler la langue, ils ont demandé à une coach de traduire, évidemment, le scénario, les dialogues en Lakota. La personne qui s'est occupée de ça, c'est madame Doris Leader-Charge, qui s'est occupée donc de faire la traduction. Mais elle n'a pas fait que la traduction, parce qu'il fallait qu'elle soit sur le tournage pour servir de coach, pour parler aux gens. Parce qu'il faut savoir que c'est bien beau de prendre des Indiens pour faire le film sur des Indiens. Surtout quand ils sont américains. Mais, certains ne parlaient pas le Lakota. Graham Greene, qui fait Kicking Bird en anglais, Oiseau bondissant en français, lui, il a dit « Je ne parle pas la langue. Je ne parle pas la langue. » Il a dû réciter parfois son texte de manière phonétique. Ce qui pose parfois un problème dans le film, parce que forcément, les acteurs, quand on joue de manière phonétique, c'est quand même plus difficile, qu'on le veuille ou non. Et alors, ça joue un peu avec l'image qu'on a des Indiens, et là je peux même dire Indiens clairement, dans le sens où on les a souvent montrés dans les classiques du western, vous savez, comme des gens qui parlent peu, vous savez, en plus comme ils parlent pas bien l'anglais, visage pâle, vous voyez, c'est très coupé comme ça, très haché, avec assez peu d'expression au niveau des sentiments et tout ça, donc ça joue un peu avec ça, mais en même temps, t'es censé casser ça. Bon, c'est un petit peu compliqué, c'est normal. Précisons, donc, comme Doris Leader-Charge a aussi un petit rôle dans le film, elle n'a pas été que coach, ils lui ont donné un tout petit rôle, celui de la femme du chef. Voilà, elle est présente, et c'est un personnage donc important, pas forcément dans le film en lui-même, mais en tout cas dans la production du film, c'était très important. La première du film a eu lieu à Washington, et il y a eu un petit souci. Le film commence, et à partir d'un quart d'heure, tout part en sucette, ça marche plus. Ah zut, mauvais départ, faux départ.
Bon, alors ils essayent d'arranger ça et ils relancent le film et ils arrivent directement sur la scène de la chasse des bisons. Kevin Costner pas très content, il quitte la salle, il va voir le projectionniste, je pense qu'il a dû lui dire des petits mots sympathiques, plein de poésie, et ils ont réussi à relancer le film depuis le début. Bref, c'était compliqué, mais le public a plutôt bien réagi, et le film en lui-même fonctionnera très très bien, puisqu'il va rapporter quelque chose comme 420 millions de dollars, donc vous imaginez beaucoup plus que ce qui a été investi, hein. Et donc ça fonctionnera bien. Par contre, le film, il n'a jamais été en tête du box-office. Il a toujours été là, sans être trop présent. D'ailleurs, les Oscars, toutes les récompenses qu'il a reçues permettront au film de prolonger sa vie, hein, de continuer à attirer des gens dans les salles, même si c'était pas, comme on l'a dit, le numéro 1 au box-office, pour la simple et bonne raison que le numéro 1 au box-office, c'était « Maman, j'ai raté l'avion », un film plus familial et tout, et qui en plus, il est excellent et très culte pour beaucoup de gens de ma génération. Donc, voilà, on peut comprendre. Au niveau des Oscars, je vais vous lire parce que j'en ai tellement regardé. Il a gagné l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, Kevin Costner, son premier film, c'est pas mal quand même. Meilleur montage, Neil Travis. Meilleure musique de film, John Barry. John Barry fait la musique de ce film. John Barry, le monsieur qui a créé l'identité sonore de James Bond, rien que ça. John Barry qui fait d'ailleurs une bande originale qui mérite de gagner un Oscar. Magnifique, son thème au début et tout ça. Oh là là là. Il a gagné aussi meilleure photographie, Dean Semler. Alors là, c'est important d'en parler aussi, parce que justement, la mise en scène du film, pour Kevin Costner, c'était une nouveauté. Et par conséquent, il a eu la chance d'avoir quelqu'un comme lui, qui est directeur de la photographie, un Australien qui a travaillé sur Mad Max 2 avant, qui a donné un coup de main. Je pense que l'une des grandes forces de Kevin Costner, c'était aussi de savoir quand est-ce qu'il n'avait pas les armes, puisqu'on a vu au début qu'il était désarmé, et de s'appuyer sur ses techniciens pour l'aider. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais on verra que certaines scènes sont superbement bien réalisées, et il y en a d'autres où là, par contre, ça pêche un peu. Peut-être une question de à quel moment ça a été tourné, mais aussi peut-être à quel moment c'est Kevin Costner lui-même qui est plutôt derrière la caméra plutôt que devant la caméra. Parce que, étant acteur, évidemment, il a dû laisser l'équipe technique qui peut-être s'y connaissait un petit peu plus que lui. Mais on verra ça tout de suite après. Je continue quand même un tout petit peu. Donc, meilleur mixage de son, rien que ça, meilleur scénario adapté, et après il a été nominé pour meilleur acteur dans un second rôle, ça c'est pour Graham Greene, hein, et meilleure actrice dans un second rôle pour Mary McDonnell, donc voilà. Autant dire que le film, il a cartonné aux Oscars, et évidemment, certaines personnes n'ont pas été très contentes, parce que le film, on peut l'aimer ou pas, on peut le trouver que c'est un gros blockbuster à l'époque, vous voyez, depuis il est devenu ultra culte, évidemment, mais c'est quand même le film qui a empêché Scorsese de gagner un Oscar avec Les Affranchis, ce qui pour certains est un crime. Voilà. Votre avis, dites-le moi, envoyez-moi un message. Mais voilà, Danse avec les loups, c'est pas mal quand même. Peut-être ne le savez-vous pas, mais en 2001, Michael Blake a sorti une suite à son livre, qui s'appelle donc La Route Sacrée. Avec ça, on se dit qu'un jour, il sera adapté au cinéma. C'est possible, c'est possible. Kevin Costner, peut-être, qu'il voudra faire la suite. Mais en même temps, Kevin Costner, semble-t-il qu'il estime que l'histoire du premier film se suffit à elle-même. C'est-à-dire que on a tout ce qu'il faut. Le reste, c'est vraiment montrer finalement la déchéance d'un point de vue visuel, vraiment la montrer, la déchéance des Indiens. Et quand on dit la déchéance, c'est pas de leur faute, vous imaginez bien. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le montrer? Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, avec Hollywood qui essaye parfois de relancer des projets, qui ont une possibilité d'amener des gens, il est pas impossible que les ramener dans la salle en jouant sur le fait que ce soit la suite d'un film qui a marqué les esprits, c'est quelque chose qui peut être envisageable, même si ce n'est pas une franchise qui est assez forte comme un super-héros ou un personnage connu, mais peut-être qu'un jour ça se fera. Quoi qu'il en soit, si vous voulez connaître la suite de l'histoire, vous pouvez sans autre vous tourner vers le livre de Michael Blake, La Route Sacrée, 2001. Parlons un petit peu de quelques différences qu'il y a entre le livre et le film. Alors, des différences, il y en a beaucoup, ce sont des différences plus de développement. Comme je vous ai dit, c'est la même chose, mais en plus développé, tout simplement. Il prend plus son temps. Alors, il y a des différences, le fait que ce soit des Comanches dans le livre ou des Lakota dans le film, évidemment. Mais grosso modo, c'est la même chose. Une des différences, c'est que le livre, il raconte par exemple le début comme étant un flashback. Le personnage est dans le fort, vous savez, quand il écrit, quand il réfléchit avec cette voix off et tout, très poétique hein, d'ailleurs dans le film. J'ai trouvé le fort Sedgwick abandonné. J'attends le retour de la garnison ou de nouveaux ordres du quartier général. Eh bien, à la base, ce sont des flashbacks.
Kevin Costner a préféré que l'histoire soit racontée de manière linéaire, plus simple, il trouvait ça plus efficace. C'est une des différences. Après, il y a évidemment des choses en plus dans le livre qu'on retrouve dans la version longue, donc on peut voir la version longue pour avoir des scènes en plus, hein, comme par exemple l'explication complète de pourquoi est-ce que Dunbar se retrouve tout seul absolument dans ce fort, et comment ça se fait qu'il n'y ait personne qui vienne. Eh bien parce que à la base il y en a qui ont fui le fort et ils se sont croisés sur la route, hein, à distance, et en théorie les gens ne savent pas que Dunbar est là-bas, puisque je rappelle que la personne qui l'a envoyé là-bas, il s'est fait sauter la tête et il a donné un ordre un peu à l'arrache à la dernière minute, donc personne ne sait que Dunbar est là-bas. C'est ça le principe. Bref, il y a des choses qui sont plus développées, des choses, quelques différences évidemment, et on comprend mieux certains aspects, mais l'histoire c'est la même. Voilà, si vous adorez le film et vous voulez une version longue, peut-être que le livre est en effet une solution. Mais comme vous avez vu, l'évolution du livre et du film est assez intéressante, parce que qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf, c'est un peu ça, parce que dans ce cas-là, ce qui est arrivé en premier, c'était le scénario du film, mais c'est pas le scénario du film qui a été utilisé à la fin. Bref, c'est compliqué, mais en fait c'est très simple. Un petit mot sur la version longue. Director's Cut. Alors déjà, quand on dit version longue, c'est qu'elle est plus longue que quoi? Que la version de base, qui est la version cinéma, celle qui a été récompensée aux Oscars, etc. Et c'est pour ça que c'est un peu la version pour découvrir le film. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le film, regardez cette version-là, me paraît être l'option la plus simple. L'autre étant plus longue, hein, le film étant déjà assez long, je pense que c'est personnellement la version avec laquelle il faut découvrir le film. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, etc., etc., hein, évidemment. Mais je pense que c'est la plus facile. Il faut savoir que la Director's Cut, si on traduit, ça veut dire montage du réalisateur, hein, la coupe du réalisateur, et ben cette Director's Cut est une fausse Director's Cut, dans le sens où Kevin Costner n'a pas participé à l'élaboration de ce montage-là. Alors évidemment, c'est les scènes qu'il avait tournées, les scènes qu'il avait en tête, pour la version très très longue qu'il avait au départ, mais il n'a pas participé spécialement à ce montage-là. Donc c'est une Director's Cut qui rajoute des choses, évidemment. Est-ce que c'est une vraie Director's Cut? Donc version du réalisateur, pardon. Non, ce n'est pas la vraie version du réalisateur. Par contre, c'est une version qui est globalement très appréciée parce qu'elle amène plus de choses. Certains la considèrent comme plus profonde, plus spirituelle, plus philosophique sur la réflexion, etc. de ce mélange qui se passe justement entre l'homme blanc et sa tribu et deux, trois autres choses. Donc c'est une version qui est fort recommandable, mais peut-être pas au premier contact. Mais après, comme je dis, vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui vous diront, regarde là les meilleurs, d'autres qui vous diront le contraire. Moi, personnellement, j'aime bien voir un film quand il a fonctionné, dans la forme dans laquelle il a fonctionné, et après, si je veux, moi, personnellement, un jour voir l'autre, parce que j'ai envie de voir l'autre, ben je regarde l'autre. Mais encore une fois, vous êtes grand, c'est pas moi de vous dire comment vous devez regarder les films. La scène où on a justement les gens au tout début qui fuient le fort et qui disent qu'ils partent, je trouve que c'est très mal intégré au récit, c'est pas clair, le peu d'informations que ça donne, bah, c'est pas assez pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe à 100%, et qui plus est, je préfère, ça c'est personnellement, je préfère l'idée que Dunbar arrive à, comment il s'appelle, Sadwake, le fort, il arrive là-bas, et une fois qu'il arrive sur place, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, et qu'ils se disent, ça peut être les Indiens, ça peut être quelque chose d'autre, il y a un danger qui rôde autour, je suis tout seul, je veux être tranquille, mais il y a un danger qui rôde là autour. À savoir que, paraît-il, que Kevin Costner avait assez de rush pour faire un film proche des 6 heures. Ah oui, quand même. Peut-être que ça aurait été un petit peu long. Je sais qu'il y a des fans, peut-être que ça aurait été un petit peu long pour raconter cette histoire. Mais en tout cas, sachez que c'est une possibilité. Et je pense que si ça a été tourné, on aimerait tous avoir l'occasion de voir ça. Même si évidemment, du coup, ce sera sans doute pas doublé, ce sera pas le doublage d'époque, etc. pour ceux qui aiment regarder en version doublée. Voilà, il y aura des petits trucs, mais c'est sûr qu'en tout cas, la curiosité en super bonus sur une super édition, ça on aimerait bien l'avoir. Première question qui va surprendre un petit peu les gens, est-ce que Danse avec les loups est un western? Et là, je vous entends derrière votre écran, vous êtes tous en train de crier, bah oui, évidemment, qu'est-ce que tu racontes? Et je suis d'accord avec vous, en même temps, il y a tout, il y a les Indiens, il y a les cow-boys, il y a l'Ouest américain, il y a les pistolets, il y a tout, c'est un western. Mais en réalité, la question est plus complexe que ça, c'est pour ça que je vous la pose, parce que un western, c'est peut-être pas juste un lieu et une époque, et donc les habitants qui y sont. Il y a aussi des codes au niveau des personnages, etc., etc. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, personnellement, donc c'est personnel, hein, quand je
parle de Danse avec les loups, je pense plutôt à un drame historique, je pense plutôt à un grand film en costume historique. Pas un western. Pour moi, le western, comme pour beaucoup, à la base, le western, c'est un peu plus petit, c'est plus quelque chose avec des gentils et des méchants, où on va se tirer dessus, vous voyez. Il y a plus cet aspect-là. Évidemment, le western en tant que tel, le mot western et ce qu'il sous-entend implique beaucoup de choses. On peut avoir du western comique, dramatique, on peut avoir des choses où il n'y a pas du tout d'opposition. La petite maison dans la prairie, c'est un western d'une certaine manière. Vous voyez, c'est compliqué à chacun de mettre le curseur là où il veut. Je ne suis pas en train de l'imposer, je suis juste en train d'attirer l'attention sur est-ce que c'est un western? Pour moi, c'est pas un western. Pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est un grand film épique en costume, etc. Et c'est un film qui ne rentre pas dans la case classique du western, qui est plutôt d'un autre genre. Et d'ailleurs, c'est peut-être la grande force de ce film, c'est-à-dire que le western, généralement, c'est un genre qui peut plaire ou déplaire, mais bon, il était déjà installé, donc c'est soit c'est ton truc, soit c'est pas ton truc. Et ce film, il ouvre un peu les portes de l'Ouest américain, on va dire, il l'ouvre un peu à tout le monde. Il en fait un film très grand public, capable de plaire à tout le monde. Au-delà, simplement, de ceux qui aiment les cow-boys mal rasés, bon, ça c'est plus ce western italien que j'ai en tête, etc., mais il en fait quelque chose de plus grand public pour tout le monde. Un grand drame, vous voyez, quelque chose de plus grand. Donc c'est un western, mais en même temps, on peut dire que c'est beaucoup plus que ça, ou alors que c'est un petit peu différent de ça tout en l'étant. Encore une fois, j'attends vos avis. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait utiliser un terme spécifique pour parler de western avec des cow-boys. Pourquoi pas appeler ça un film de cow-boys, c'est-à-dire qu'il y a le western général où on peut avoir tout type de choses, et le western de cow-boy qui lui serait plus un film justement sur des pistoleros et compagnie, ce que Danse avec les loups en lui-même n'est pas. Et là, on retombe sur nos pattes au niveau de la réflexion. On parle souvent de Danse avec les loups en exagérant un petit peu, en disant oui, c'est un film qui met en avant les Indiens, ce qui est vrai, ce qui n'avait jamais été fait avant, parce que les Indiens, dans le western classique, c'était les méchants, etc., etc. Réponse, oui, encore une fois, c'est une évidence. Mais on rappelle quand même qu'il y avait d'autres films américains qui étaient déjà plus pro-indiens. On peut penser à La Flèche brisée de 1950, avec James Stewart, réalisé par Delmer Dave, qui mettait déjà des Indiens en avant, peut-être de manière plus cliché, plus d'époque évidemment, mais qui les mettait déjà en avant, il mettait des Indiens positifs. Alors le film, je l'ai vu il y a un moment, mais mes souvenirs sont bons. On a aussi justement le personnage de James Stewart qui va se marier avec une Indienne, donc on a des petites choses qui le rapprochent de ce Danse avec les loups, donc non, ce n'est pas le premier film, ce n'est pas le film qui a révolutionné à ce niveau-là. Par contre, c'est un film qui l'a rappelé avec beaucoup de brio. Pour prendre tout le monde, comme je vous ai dit, un grand film qui ouvre les portes, avec beaucoup de brio, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup de sensations positives. Et là, le film est une grande réussite. C'est là où le film, il fonctionne. C'est qu'il le rappelle. Et, hélas, quand on voit, même de loin, ce qui se passe aux États-Unis, ou ce que l'on croit percevoir des États-Unis, eh ben on se dit que peut-être que le thème des Indiens, comme d'autres thèmes, il n'est pas encore totalement résolu, et que peut-être, en effet, de temps en temps, ce genre de film, de temps en temps, ça fait du bien aussi de le remettre en avant, pour en tout cas amener le débat sur la table. Ne serait-ce que ça au minimum, vous voyez. Donc, ce n'est pas un film révolutionnaire, c'est un film révolutionnaire. On dit qu'une révolution, ça veut dire retourner à la base d'un point de vue de la syntaxe. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus un rappel. Mais il l'a fait tellement bien. Tellement bien. Et le film, il a une subtilité en plus qu'on aurait pu facilement mettre de côté. Cette subtilité en plus, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait que le film ne cache pas que la vie des Indiens, eh ben c'est pas facile. Déjà, c'est pas juste c'est merveilleux et tout ça. Non, c'est dur, faut partir à la chasse, on risque de mourir. Et il y a aussi des Indiens qui sont des adversaires. On se bat, on se fait la guerre, on s'entretue. À un moment donné, il y a une scène où le personnage de Dunbar, il dit « Je ne peux pas festoyer avec eux parce qu'ils sont en train de festoyer le fait d'avoir tué des gens. » En regardant ces visages pourtant familiers, je compris qu'il existait entre nous un fossé plus grand que je ne l'avais imaginé. Donc, il y a d'un côté ce côté retour à la nature et tout ça, mais le film, il a le courage et l'honnêteté de dire « Oui, mais attention, ça ne veut pas dire que tout est merveilleux. » Et je trouve ça très très fort. De nos jours, parfois, on pourrait peut-être tomber dans une facilité. On voit ça assez souvent au cinéma américain actuellement. Mais ce film, lui, il ne le fait pas. Il ne le fait pas.
Et je trouve que c'est, ma foi, une sorte d'équilibre. Est-ce que ça représente totalement la réalité, comme sur toutes les traditions? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a cette forme d'honnêteté qui fait que ça fonctionne encore plus, selon moi. Tatanka, mais très grand. Gros Tatanka. Plus gros que ça, oh. Un très gros Tatanka. Oh, oh. Ce qui nous amène au schéma scénaristique du film. Parce que le schéma de ce film, vous l'avez déjà vu, sans doute, dans d'autres films. Je pense à Avatar de James Cameron, je pense au Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Puisque j'ai dit Avatar, certains vont dire Pocahontas, évidemment. Vous voyez, ce schéma qui est classique mais efficace. Si on résume le schéma, c'est l'histoire de quelqu'un qui est un peu dégoûté de sa société, de sa civilisation, qui va rentrer en contact avec une autre civilisation, généralement une civilisation, je vais y arriver, ennemie, et pour diverses raisons, il va se retrouver tellement en contact avec cette civilisation qu'il va finir par l'adopter, parce qu'il va s'y trouver très bien, et il va trouver un nouveau sens à sa vie, à tel point qu'il va même s'opposer à sa civilisation d'origine. Ça, c'est le schéma de base classique et qui fonctionne. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on le retrouve plusieurs fois? Tout d'abord parce que c'est un regard externe, c'est-à-dire que le personnage que nous suivons est censé nous représenter. Je dis est censé parce que personnellement, je me sens pas très représenté par un soldat américain pendant la guerre de sécession. Dans le Dernier Samouraï, c'est aussi quelqu'un qui a fait les guerres indiennes. Voilà quoi. Dans Avatar, bon, c'est un humain, c'est comme ça que c'est résumé, donc c'est un peu plus généraliste, mais je me sens pas spécialement identifié à ces personnages-là. Mais ça, c'est moi. Ce qui est sûr, c'est que la civilisation qu'on va découvrir est une civilisation qui se veut être un peu plus sombre, normalement, pour les spectateurs. Que ce soit les Amérindiens dans Danse avec les loups, les samouraïs dans le Dernier Samouraï. Et par conséquent, cette présentation est censée être un peu exotique, elle est censée être nouvelle, parce qu'on est censé vivre le même parcours que le personnage. Évidemment qu'il y a des Japonais qui ont vu le Dernier Samouraï, évidemment qu'il y a des autochtones américains qui ont vu Danse avec les loups. Évidemment, pour eux, l'approche est un petit peu différente. Mais en tout cas, ce sont des films qui essayent de rendre hommage, peut-être de manière cliché, et qui vont montrer les bons côtés de cette civilisation. Donc généralement, les pays ou les civilisations qui sont mises à l'honneur, généralement, ils aiment bien ce genre de film aussi. Mais c'est pas tout à fait la même approche entre les uns et les autres. Donc, le public visé, c'est vraiment le public qui correspond plus, qui s'identifie plus à celui de cet étranger qui va découvrir cette civilisation. Ça, c'est ce qui nous est montré. C'est pour ça que le personnage nous sert de guide. Il nous introduit dans cette peuplade. C'est fait exprès. Et ça fonctionne très bien parce que justement, on va montrer le côté exotique, nouveau et très différent de notre société, qui nous est montré au départ, avec justement le côté plutôt horrible et dégueulasse que nous avons dans Danse avec les loups. Évidemment, c'est la guerre de sécession, c'est-à-dire des gens qui sont entretenus, etc., etc. Bref, on va nous montrer que c'est pas du tout la même approche. Pourtant, le film d'ailleurs, Danse avec les loups, va aussi parler de la guerre entre les Indiens. Et le personnage de Dunbar, il va avoir une réflexion à ce sujet. Jamais encore je n'avais pris part à semblable bataille, sans nulle motivation politique ténébreuse. On ne s'était battu ni pour un territoire, ni pour des richesses, pas même pour la liberté. On s'était battu pour défendre les provisions qui nous permettraient de passer l'hiver. Vous connaissez tous la fameuse phrase « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». C'est Clausewitz qui a dit ça dans son livre de la guerre. Vous le connaissez sans doute. Là, justement, il disait finalement c'était plus simple, moins politisé. Du coup, ce schéma scénaristique que je vous ai dit pose parfois un petit problème à certaines personnes parce qu'on évoque le principe du sauveur blanc. Le sauveur blanc, c'est-à-dire que selon cette critique, les autochtones, quel que soit le film, seraient incapables de se défendre tout seuls. Il faut qu'il y ait un étranger qui arrive et qui lui donne les armes et les moyens pour se battre et survivre. Alors, j'ai envie de dire, en tout cas pour Danse avec les loups, que c'est un peu compliqué parce que le sauveur du film, Dunbar, il va rien sauver du tout. On sait comment ça va finir, on connaît l'histoire avec un grand H. On sait que ça va pas bien finir pour les autochtones américains. On sait que ça va pas bien finir, donc il sauve rien du tout, déjà pour commencer. Donc il n'est pas du tout sauveur de quoi que ce soit. Deuxièmement, comme je vous ai dit, le film a ce schéma pour nous permettre d'avoir son point de vue et qui nous est plus familier. Mais le personnage essaye vraiment de se mettre dans la culture et il renie même sa culture d'origine. Donc parler de sauveur blanc pour ce genre de film, je suis pas totalement convaincu pour dire que c'est
c'est nul de parler de ça. Alors peut-être que certains films colleront un petit peu plus en fonction de comment le schéma est utilisé, mais globalement, comme je vous ai dit, le dernier samouraï aussi, il sauve rien du tout, donc bon, voilà, sauveur blanc, façon de pas parler, c'est surtout le personnage qui est sauvé. Donc ça veut dire que cette civilisation se présente comme un moyen de se sauver de notre civilisation, de nous-mêmes, de nos propres péchés. Il y a quelque chose là-dedans comme ça qui est assez puissant en tant que tel, même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, le film ne montre pas que des aspects absolument parfaits de la vie d'un Amérindien, absolument pas. Et comme je vous ai dit, ils montrent qu'ils font la guerre entre eux, qu'il y en a qui sont alliés avec les colons américains, etc., etc. Donc, enfin américains et états-uniens, on va dire, voilà. Et ce genre d'histoire fonctionne aussi parfaitement, tout simplement avec le principe de l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je m'explique. Est-ce que vous n'avez pas déjà une soirée, un week-end, généralement tard, avec vos amis, discuter de tout ce qui n'allait pas, que ce soit en politique, dans les relations humaines et tout ça, et critiquer plein de choses. Hein. On est à une époque où on voit notre société de manière très négative, etc., etc. Donc on a parfois cette auto-critique, même si en même temps on aime bien où on est, hein, mais on a cette auto-critique. Et quand un film nous présente une autre civilisation, une autre société, absolument positive, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré tout c'est une fiction, si jamais il y avait un doute, donc une vision absolument positive, sans même que les choses trop négatives aient un impact, surtout que nous on est tranquillement installés sur notre fauteuil en train de regarder le film. Donc ce genre de film fonctionne aussi avec ça, parce qu'il nous ouvre à la possibilité d'un paradis, à un ailleurs meilleur, et pas un ailleurs après la vie, après enfin, voilà quoi, après être passé dans l'au-delà. Non, sur Terre, qu'il y ait une possibilité d'amélioration. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est mis en avant par ce type de scénario. Le film commence, et dès le premier plan, bim. C'est le dernier client? J'en sais rien. Il reste plus d'éther. Bim, parce que tout de suite, on est dans l'horreur de la guerre. L'horreur de la guerre moderne. Hein, c'est-à-dire qu'on est en train de se tirer dessus avec des fusils. Donc la guerre moderne, hein, par rapport à l'époque où se passe le film. On voit toutes ces jambes coupées qui nous font bien comprendre qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Le film commence clairement par nous montrer quelque chose d'horrible lié à la civilisation. Et pas oublier que c'est une guerre civile, c'est-à-dire que ce sont les États-Unis qui se battent contre les États-Uniens. J'ose pas dire américains, parce que les Américains... voilà, bref, vous avez compris l'idée. Le film commence par nous montrer ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ça évoque d'autres films. On peut penser au Bon, la Brute et le Truand, la fameuse scène du pont, hein, incroyable scène, où justement le film, qui pourtant était parfois avec un ton décalé comique, devenait très sérieux. Et bien là, le film commence tout de suite par ce sérieux-là. Par ce sérieux ultra fort, ultra dense. Le personnage principal, quand il met sa botte, on sent qu'il souffre, on sent qu'il est en train de souffrir le martyre, et on se rend compte que ils vont lui couper le pied. Et on voit plus tard dans le film que finalement, cette blessure, ça n'avait pas l'air d'être si violent que ça, dans le sens où il a l'air de pouvoir vivre tout à fait avec le pied. Mais il est là, dans le front, et on n'a pas, au front plutôt, et on n'a pas, le temps de le soigner, on n'a pas le temps de faire plus. Alors, on coupe des jambes, et on les envoie au front, s'entretuer. Donc, le film commence par une espèce d'enfer sur Terre. Et le personnage principal n'a qu'une envie, c'est de mourir. Il n'a qu'une envie, c'est de mourir. Donc on commence par l'enfer, on va quitter après cette civilisation, et à la toute fin, quand elle nous revient aussi de manière ultra pourrie. Alors évidemment, certains personnages ne seront pas tous aussi négatifs, mais quand même. Et ça, évidemment, ça va dans le sens du schéma narratif que je vous ai expliqué. Alors, petite chose un petit peu particulière dans ce film, ça peut déranger ou ne pas déranger, évidemment, hein, c'est toujours à chacun de juger, c'est que le personnage de Dunbar, ou devrais-je dire Danse avec les loups au bout d'un moment, eh bien, il se marie avec une personne de la tribu, mais il se marie avec celle qui est blanche et qui a été recueillie par les Indiens. Et, alors c'est pas un problème, hein, l'amour ça ne se commande pas, il faut juste pas oublier qu'on est dans un film, et par conséquent il y a un scénariste derrière qui a écrit tout ça, d'ailleurs on en a déjà assez parlé je pense. Et par conséquent, on peut se dire que c'est un petit peu particulier quand même que le personnage qui rentre tellement dans cette société, tellement dans cette tribu, finalement se marie quand même avec celle qui est de son ethnie.
trouve ça un petit peu particulier. Mais peut-être que c'est justement l'un des messages du film, c'est que c'est pas une question de couleur de peau, d'appartenir à une civilisation, mais tout simplement que eux, s'ils ont des enfants, ben, ce sera des enfants qui vont leur ressembler à eux, ils ne ressembleront pas à des Indiens, et pourtant, ils seront des membres de la tribu Lakota 100%. Voilà, c'est peut-être un des messages du film. Je ne sais pas si le film avait cette intention-là, mais en tout cas, c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi que l'Amérique est un pays d'immigration, sur le principe. Hein. Ben justement, les méchants du film, ce qu'on peut qualifier de méchants, c'est les méchants colons. Donc, c'est les colons qui viennent d'ailleurs. Donc, l'Amérique telle qu'on la connaît vient aussi de cette idée d'arriver, de s'intégrer, etc., etc. Ils ont tous des origines irlandaises et autres, vous le savez très bien. Donc, peut-être qu'il y a aussi cette idée de s'intégrer sans violence, sans forcément recourir à la mort de l'autre, s'intégrer et partager. Peut-être qu'il y a aussi cette idée-là dans le film, ce qui rend la chose encore plus merveilleuse, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Et le film, il finit aussi avec une pudeur. Là où certains films auraient montré la fin des Indiens physiquement, peut-être en raccourcissant l'histoire avec un grand H, hein, avec un gros massacre, en tout cas une grosse scène de combat ou quelque chose comme ça, ici, on n'a pas vraiment ça. Je vous ai dit que c'était le cas hein, dans la plupart des films qui reprennent le schéma scénaristique. Hein. Ici, on n'a pas cette bataille gagnée ou perdue à la fin, mais qu'on ait, évidemment, l'évasion de Danse avec les loups, qui représente un peu cette bataille finale, hein, que le personnage est désormais totalement du côté des Lakota, et que bah, s'il doit tuer des vilains pas beaux, il va le faire, tout simplement, même s'ils viennent de son pays d'origine, on va dire ça. Donc, il y a un petit peu ça, mais ce n'est pas aussi clair. La fin est plus pessimiste, mais justement sans trop en montrer. Elle est un peu prudente comme ça, elle n'ose pas, elle est discrète. Je rappelle qu'il y a un deuxième livre qui est sorti, faisant suite au premier, qui raconte un petit peu tout ça, sur tout un livre entier, mais en tout cas, la fin est assez claire parce qu'on la connaît, et elle n'est pas montrée directement, on la comprend totalement. Et ça, encore une fois, c'est pour moi une grande qualité du film, tout simplement. Yeah. No, yeah, you stay on. Don't show you how much, Tilla. Yeah. Je vous en ai à peine parlé, et pourtant c'est hyper important. Une grande partie du film, il faudrait calculer les pourcentages, est en version originale sous-titrée. Pour de vrai. Et comme vous le savez, chez nous déjà il y a débat entre ceux qui regardent en version originale, ceux qui ne regardent pas, hein, moi j'ai pas de problème, hein, ni avec les uns ni avec les autres, mais là ici, la version française va avoir des parties en version originale sous-titrée. Cette fois-ci, il n'y a pas de négociation possible, c'est comme ça pour tout le monde. Et en plus, beaucoup de gens que je connais qui me disent « Moi, je regarde des films en version originale parce que je parle anglais », je fais « Oui, bon, heureusement que tout le monde parle anglais hein, quand ils font des films, hein, les Japonais, les Indiens se donnent, par exemple, et tout ça. Oui. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas une langue normalement très parlée. Pas très parlée non plus, d'ailleurs, aux États-Unis, pays d'origine du film. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est un film qui prend un sacré risque à ce niveau-là. C'est un film qui est courageux, un film qui ose faire des choses, et on comprend mieux pourquoi à la production il y a eu des difficultés quand même, et pourquoi le film est une réussite presque à contre-courant. Une surprise, les gens ne s'y attendaient pas tant que ça, quoi. J'ai pensé à m'enquérir de la jeune femme que j'ai trouvée dans la prairie. A-t-elle survécu? Mais c'est un sujet bien trop compliqué pour nos moyens limités. Une chose est sûre, en tout cas, il n'y a pas de bison et cela les inquiète énormément. Si on évoque vite fait la mise en scène, la première chose à dire, c'est que le film est magnifique visuellement. C'est une carte postale. Que dis-je, une carte postale? Ce sont des cartes postales, les plans sont magnifiques, magnifiques. On joue beaucoup sur la nature, la grandeur de la nature, la beauté de la nature, ces grandes plaines, ces petits humains là au milieu, et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, le film est incroyable. D'ailleurs, profitons aussi pour parler de la musique, qui elle aussi est ample. Elle donne justement de l'ampleur à ce film, qui lui-même est un film très ample, et ça fonctionne incroyablement bien. Si on doit critiquer quelque chose, c'est que déjà, c'est pas des nouveautés, hein, John Ford est passé par là avant, hein, et en plus, le film, il est peut-être un petit peu trop tout le temps sur ce même ton, toujours sur ce même type d'image. Donc d'un côté, on peut dire que c'est pas révolutionnaire, et d'un autre côté, on peut aussi dire que le film est un petit peu trop toujours sur le même rythme. Bon, je dis ça, honnêtement, je chipote. Il y a des moments un peu moins bien réalisés, mais globalement, le film est en tout cas globalement très bien réalisé. Justement, Kevin Costner a su très bien s'entourer, et le résultat est quand même magnifique, qu'on le veuille ou non, et ça fonctionne surtout très bien pour la thématique qui est traitée.
Et ça, franchement, voilà, on peut pas en demander beaucoup plus. Et je trouve vraiment que c'est un film très visuel, comme je vous ai dit, sur la grandeur de l'Ouest, avec la musique et tout ça, ça fonctionne très très bien. Et ça colle au scénario, donc c'est ce qu'on appelle une symbiose, et c'est un des buts recherchés quand on fait un film. Je vous ai parlé, vite fait, lors de la préparation, de l'évolution des couleurs dans le film, mais c'est très intéressant de voir comment le film et surtout les personnages évoluent. Le personnage, physiquement, il va évoluer. Il va porter pendant longtemps ses habits d'Américain, sa moustache, et peu à peu, il va perdre un petit peu tout ça. Quand il va voir les Indiens pour la première fois en mode officiel, il prend le drapeau, il prend tout, il y va en mode « je suis Américain ». Et peu à peu, tac tac, il va peu à peu perdre tout ça. On va voir que peu à peu, il s'intègre dans la tribu, quand il dit qu'il a vu où sont les bisons, ensuite quand ils font la chasse, peu à peu il rentre dans la tribu, vraiment peu à peu il se fait apprécier. On voit aussi donc cette transformation à ce niveau-là. Donc le film prend son temps, c'est un slow burn, comme disent les anglo-saxons, je ne sais lesquels, c'est-à-dire que c'est un film à cuisson douce, c'est-à-dire qu'il va doucement, mais il évolue tranquillement. Tranquillement, comme je vous ai dit, visuellement, sur les vêtements, visuellement dans les couleurs, visuellement sur le personnage et comment il avance peu à peu. Et c'est ce qui donne de la crédibilité. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant d'analyser évidemment les phrases que dit la voix off ou le personnage de Dunbar. Au début, il dit « Jamais encore je n'avais été aussi seul. Mais je ne puis, en toute honnêteté, prétendre être malheureux. » Et après, plus tard, il va dire « J'ai été heureux de retrouver le Fort Sedgwick. Et bien que j'attende impatiemment de rendre une nouvelle visite à mes voisins, c'est ici que je suis chez moi. » Et après, plus tard, il va dire « Je m'étais senti seul plus d'une fois. Mais cet après-midi-là, j'ai connu la solitude absolue. » Il y a clairement une évolution. On peut parler des animaux, le cheval et le loup, qui ont d'ailleurs un petit nom chacun, et c'est pas pour rien, parce que le loup représente, on va dire vraiment, le personnage de Dunbar lui-même dans son évolution, c'est-à-dire une fois qu'il arrive à la frontière, c'est celui qui va être là, et évidemment, le loup va le suivre une fois à peu près jusqu'au camp, etc., etc. C'est clairement le loup solitaire, c'est vraiment cet esprit-là. Bon, c'est peut-être même un petit peu facile, pourront dire certains. Quant au cheval, qui d'ailleurs finit mal, lui, il représente, je pense, cette connexion directe avec la nature qui a déjà avant, pour dire un peu d'une certaine manière que les êtres humains sont déjà connectés. C'est pour ça que son cheval est son fidèle partenaire, celui qui l'emmène partout, parce qu'il est déjà connecté, comme si on ne pouvait pas vivre hors de la nature. Pour moi, en tout cas, le cheval c'est ça. Le loup, ça me paraît assez évident, mais le cheval c'est une interprétation personnelle. Il y a des moments dans le film qui sont très symboliques, comme le moment où le personnage de Dunbar met son uniforme, son drapeau et tout, pour aller voir officiellement les Indiens, la première rencontre officielle, et donc il y va en mode très américano-américain. Et sur le trajet, il rencontre le personnage dressé avec le poing, qui est en train de saigner, en train de se faire souffrir elle-même, peut-être de se suicider. Dans le livre, il précise que c'est plus un deuil, quelque chose qu'ils font quand ils sont en deuil, même si elle est allée un peu trop loin, elle a un peu dépassé les limites. Bref, ça c'est une autre histoire. On peut imaginer qu'elle se suicide, c'est pas un souci. Bref, quoi que l'on soit, il la croise, et qu'est-ce qui lui arrive? Il se retrouve avec le drapeau dans la figure déjà, ce qui vient amener un petit peu, casser un peu l'image, on va dire. Et ensuite, il s'occupe d'elle avec le drapeau pour les blessures. Donc ça veut dire qu'on a ce drapeau américain qui est taché de sang. Et cet Américain ramène l'Indienne dans sa réserve, j'allais dire, c'est pas le terme encore à ce moment-là, je crois, dans sa tribu, il l'amène dans sa tribu, pardon, et il l'amène avec quoi? Le drapeau américain taché de sang. Donc le drapeau américain qui est taché de sang et qui prend soin de tous ses citoyens, y compris les Amérindiens. Il y a toute une symbolique là-dedans pour dire que c'est pas ce qui s'est fait, mais c'est ça qui aurait dû être fait. En tout cas, le drapeau américain est taché du sang des Indiens. Voilà ce que veut dire cette scène. C'est pas mal quand même. Danse avec les loups, c'est donc un film qui a cartonné évidemment peu à peu, qui a marqué les esprits, qui a plu à beaucoup de monde. C'est un film qui, de par ses images de cartes postales magnifiques, de par sa musique magnifique, en plus d'être un film froidement intéressant sur ce qu'il raconte et tout, est un film très émotionnel. Un film qui nous attrape au niveau de l'émotion et qui fonctionne très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a cartonné. C'est ce mélange qu'on aimerait avoir dans beaucoup plus de films. Un visuel attrayant, peut-être pas le meilleur du monde, mais en tout cas attrayant,
une musique qui fonctionne, avec un thème qui est intéressant et que le tout se mélange pour créer cette mayonnaise qui soit beaucoup plus intéressante que simplement des éléments disparaître. Que tout fonctionne, qu'il fonctionne d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Et ça, c'est ce que l'on aime dans le cinéma, et c'est ce que Danse avec les loups fait clairement. Le film est devenu culte, il a été couronné aux Oscars. Bon, après les Oscars, voilà, ça vaut ce que ça vaut, on le sait, mais il a été couronné aux Oscars, et surtout, il a été couronné par les spectateurs, c'est-à-dire nous. Et nous, on l'aime, ce film. Voilà, j'espère que vous allez revoir le film, voir le film, peut-être, et qu'on pourra partager peut-être parfois une discussion autour de ce film, comme d'autres films, parce que c'est le but de cette émission, se rappeler des films, certes, mais surtout donner envie de les revoir et de découvrir des nouvelles choses en les revoyant. Merci à tous d'avoir été là, on se voit prochainement pour une prochaine émission. Portez-vous bien, au revoir tout le monde.